Il y a des silences qui parlent plus fort que n'importe quel cri. Celui qui s'est abattu sur notre salle à manger ce soir-là, je l'entends encore, 3 ans plus tard, comme si le temps s'était cristallisé dans l'air épais de cette pièce. Mais je dois commencer par le début, ou plutôt par la fin de ce que j'avais cru être ma vie. Rodolphe n'était pas un homme cruel dans le sens mélodramatique du terme. Il ne criait pas, il ne brisait pas d'assiette. Sa violence était d'une autre nature, chirurgicale, presque élégante. Il savait exactement où appuyer pour que la douleur soit maximale et invisible. Aucune marque, aucune preuve. Juste moi, debout dans la cuisine à 6 heures du matin, à me demander si j'avais rêvé la conversation de la veille. Nous nous étions rencontrés à Strasbourg, lors d'un symposium sur l'architecture vernaculaire des années 60. Lui, consultant en restructuration d'entreprise. Moi, designer d'intérieur indépendante avec une clientèle que j'avais mis 7 ans à construire. La rencontre avait été électrique. Ce genre d'électricité que vous confondez avec de la passion alors que c'est simplement un court-circuit. Les premières années, il admirait mon autonomie. Il aimait me présenter à ses collègues. Voici Séraphine, elle a une sensibilité extraordinaire pour les espaces. Puis, progressivement, imperceptiblement, comme une marée qui grignote un rivage de calcaire, il avait commencé à effacer ce qu'il admirait. D'abord, il avait suggéré que je réduise ma clientèle. Tu t'épuises pour des gens qui ne te méritent pas. Ensuite, que je ferme mon atelier. Nous n'avons pas besoin de cet argent, Séraphine, c'est indigne de nous. Puis que je cesse de travailler du tout. Je veux que tu sois disponible pour notre maison, pour nos dîners, pour ce que nous construisons ensemble. Ce que nous construisions ensemble. 3 ans plus tard, je n'avais plus de clients, plus d'atelier, plus de compte bancaire personnel. Juste une allocation mensuelle, il utilisait ce mot, allocation, comme si j'avais 12 ans, versée au compte-gouttes, avec des justificatifs exigés pour chaque dépense supérieure à 40 €. Et puis, un mardi de novembre, alors que je lui demandais de l'argent pour acheter des produits de base, farine, huile d'olive, quelques légumes, il avait posé son journal, ôté ses lunettes de lecture avec ce geste lent qu'il affectionnait pour signifier que ce qu'il allait dire était définitif, et il avait dit « Ça suffit, Séraphine, je ne te donnerai plus un centime, pas même pour la nourriture. » Il avait repris son journal. Ce que j'avais fait à ce moment-là l'avait déstabilisé bien plus que n'importe quelle larme ou n'importe quel cri. J'avais souri. Pas un sourire de façade, pas un rictus nerveux. Un sourire calme, presque contemplatif. Celui qu'on a quand on comprend soudainement quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps. Parce que cette phrase, pas même pour la nourriture, n'était pas une menace. C'était une libération. Elle venait de traverser une ligne qu'il ne savait pas exister, et de l'autre côté de cette ligne, il n'y avait plus rien qui me retenait. Ce soir-là, j'avais appelé Mirelis. Mirelis Kantorova était mon amie d'enfance, née d'une mère tchèque et d'un père martiniquais, élevée entre Prague et Fort-de-France, ce qui lui donnait cette faculté rare de n'appartenir complètement à aucun endroit et d'être parfaitement à l'aise partout. Elle était notaire, discrète, et elle m'attendait depuis 3 ans que je passe ce coup de téléphone. « Je suis prête », avais-je dit. « J'avais tout préparé », avait-elle répondu. « Viens demain matin. » Ce que j'ignorais, et que Rodolphe ignorait encore plus, c'est que pendant 3 ans de ménage et d'invisibilité supposée, j'avais fait quelque chose que personne n'avait vu venir, pas même moi au début. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand on vous retire tout. Quand votre agenda professionnel se vide, quand vos journées n'appartiennent plus qu'aux exigences d'un autre, quand votre cerveau, habitué à créer, à projeter, à résoudre, se retrouve soudainement sans matière à traiter. Il ne s'arrête pas, il trouve autre chose. Le hasard avait voulu, ou peut-être pas le hasard, peut-être quelque chose de plus patient, que la sœur de Mirelis, Ondine, soit investisseuse en capital risque. Lors d'un déjeuner anodin que Rodolphe avait accepté parce qu'il ne voyait aucune menace dans un repas entre femmes, Ondine m'avait demandé ce que je faisais de mes journées. J'avais hésité, puis j'avais répondu honnêtement « Je lis, je dessine des plans que personne ne verra jamais. » Et depuis 6 mois, j'ai commencé à réhabiliter des meubles que je rachète pour rien dans les vides-greniers du dimanche. Ondine avait posé sa fourchette. « Tu les revends? »« Non, j'ai pas de compte bancaire à moi. » Le silence qui avait suivi n'était pas gêné, il était calculateur. Ondine calculait quelque chose. « Photographie tout ce que tu fais, » avait-elle dit. « Avant, pendant, après. Garde tout dans un dossier. On parlera dans 6 mois. » Nous avions parlé bien avant 6 mois. Ce que j'avais cru être un hobby thérapeutique s'était révélé, sous l'œil exercé d'Ondine, être quelque chose de plus structuré.
J'avais un œil, évidemment, 7 ans de design ne disparaissent pas, et j'avais du temps, une ressource que la plupart des gens qui démarrent une activité n'ont pas. Les meubles que j'ai transformés atteignaient une qualité que les brocanteurs professionnels ne pouvaient pas reproduire, parce qu'ils n'avaient pas ma formation. Et les photos que je prenais, instinctivement composées, racontaient une histoire. Ondine avait trouvé une solution au problème du compte bancaire. Sa société, légalement, pouvait m'employer comme consultante esthétique, un contrat de prestation de services pour lequel j'étais rémunérée sur un compte ouvert à mon nom à Genève, une ville où Rodolphe n'avait aucune relation bancaire et où il n'aurait aucune raison de regarder. C'était légal, entièrement légal. Mirelis l'avait vérifié 3 fois. Pendant 19 mois, j'avais travaillé, en silence, avec méthode, dans les recoins de notre appartement haussmannien dont Rodolphe ne franchissait jamais le seuil, la buanderie, la chambre d'amis du fond, parfois le grenier de l'immeuble dont la gardienne, Madame Ferenczi, une Hongroise de 72 ans avec des yeux de pie et une loyauté absolue envers ceux qui lui offraient du vrai café, me gardait la clé. 19 mois. Et puis Rodolphe avait prononcé cette phrase. Pas même pour la nourriture. Et j'avais souri. Son congé annuel tombait un vendredi de la mi-décembre. Il avait décidé, sans me consulter évidemment, d'inviter sa famille pour un grand dîner. Sa mère, Clotilde, une femme dont la sécheresse émotionnelle avait quelque chose d'impressionnant dans sa cohérence. Son frère Bastien et sa femme Prune, qui me regardaient depuis toujours avec ce mélange de pitié et de condescendance réservé aux gens qu'on croit avoir définitivement neutralisés. Et 2 de ses associés avec leurs épouses respectives. Des témoins, comprenez-vous, pour l'image qu'ils voulaient projeter. Le mari accompli, la maison parfaite, la femme discrète qui s'occupe de tout. Il m'avait annoncé le dîner avec 4 jours d'avance. 8 personnes. Tu t'en occupes. Puis, se souvenant peut-être de sa déclaration du mardi, je te ferai un virement exceptionnel pour les courses, cette fois. J'avais hoché la tête. J'avais fait les courses, j'avais cuisiné. Toute la journée du vendredi, la cuisine avait embaumé. Un effluvage qui montait dans les escaliers et que Madame Ferenczi, croisant Rodolphe dans le hall, avait commenté avec son accent chantant. « Votre femme cuisine comme on ne cuisine plus. » Il avait répondu quelque chose de complaisant. Il était satisfait. Tout se déroulait comme prévu. À 20h, les invités étaient là. L'appartement était impeccable. Je savais faire ça. L'espace était ma langue maternelle. Clotilde avait inspecté le salon avec ses yeux de juge et n'avait trouvé rien à redire, ce qui, venant d'elle, valait tous les compliments du monde. Bastien et Prune riaient fort, déjà dans le registre de la soirée réussie. Rodolphe était rayonnant. À 20h30, je les avais installés à table. Entrée impeccable, conversation fluide. Rodolphe débouchait le 3e bouteille de vin de la cave. Notre cave, dont les bouteilles portaient mon seul nom sur l'assurance des biens personnels, détail qu'il n'avait jamais vérifié. Puis j'étais retournée en cuisine, et les portes s'étaient réouvertes. J'étais sortie avec mon manteau, mon sac, la petite valise que Mirelis avait récupérée la veille et que Madame Ferenczi avait gardée dans sa loge depuis le matin. Mes documents, passeport, dossier, l'intégralité de ce que Mirelis avait préparé était dedans. Je m'étais arrêtée au seuil de la salle à manger. Le silence était tombé si vite qu'on aurait pu croire que quelqu'un avait coupé le son de la pièce. 8 paires d'yeux. Rodolphe, la bouche légèrement ouverte, tenant son verre dans une main suspendue à mi-chemin. « Le dessert est dans le réfrigérateur », avais-je dit. « Les instructions sont sur le plan de travail. Bonne soirée », et j'étais sortie. Dans l'escalier, j'avais entendu, parce que les murs de cet immeuble haussmannien conduisent le son avec une fidélité remarquable, la voix de Clotilde, sèche et définitive comme toujours. « Rodolphe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce n'était pas une question. Puis, 1 minute plus tard, le bruit caractéristique d'une application de taxi ouverte sur un téléphone. Bastien ou Prune, peu importe lequel, avait décidé que la soirée était terminée. Dans le hall, Madame Ferenczi m'attendait avec un café dans un thermos et un sourire qui plissait ses yeux jusqu'à les rendre presque invisibles. Elle m'avait tendu le thermos, avait posé une main sur mon bras et avait dit quelque chose en hongrois que je n'avais pas compris, mais dont le sens était parfaitement clair. Dehors, Mirelis était garée en double file, moteur allumé. Il neigeait légèrement sur Strasbourg. Je me souviens d'avoir pensé, en montant dans la voiture, que c'était la première fois depuis longtemps
que le froid me semblait simplement du froid. Pas une métaphore, pas une menace, pas un symbole. Juste de l'air hivernal qui pique les joues et rappelle qu'on est vivante. Tout est signé, avait dit Mirelis en démarrant. Dès lundi, tu es officiellement associé à 40% dans la société d'Ondine. Et le bail de l'atelier rue Vauban commence le 1er janvier. J'avais regardé les rues défiler. Et lui? Il recevra les papiers mercredi. Son avocat l'appellera jeudi au plus tard. Est-ce qu'il sait pour Genève? Non. Et quand il le saura, il sera trop tard pour que ça change quoi que ce soit. Il y a des silences qui parlent plus fort que n'importe quel cri. Celui dans la voiture de Mirelis ce soir-là, calme, dense, chargé de tout ce qui venait de changer, était le plus beau que j'ai jamais connu. Si cette histoire vous a traversé comme elle m'a traversé, likez cette vidéo et abonnez-vous. La suite vous appartient aussi.